Et bonjour aussi à vous qui nous suivez depuis votre bureau, depuis le confort de la maison. Alors aujourd'hui, c'est notre premier jour de la formation sur les ressources humaines. Donc au programme, je crois que nous avons une formation pour calculer les salaires, nous avons une formation pour Excel avancé, pour gestion des ressources humaines, et tout le monde passe souvent à la question. Mais aujourd'hui, nous allons faire le cours sur la gestion du personnel. Voilà, maintenant, déjà, ce que nous devons savoir à la base, c'est que la gestion du personnel fait partie des services des ressources humaines. Donc, notre cours de base, vrai que nous sommes en GRH, qui veut tout simplement dire la gestion des ressources humaines, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous parlons de GRH, parce que nous devons comprendre la base de la GRH pour ensuite développer la gestion du personnel. Nous avons déjà la première partie, le G, qui veut tout simplement dire gérer. Donc, nous revient le verbe gérer. Et, bon, le terme le plus connu, c'est tout simplement la gestion. La gestion. Et lorsque nous parlons de R, maintenant, dans le R, nous avons tout simplement le terme ressources. Les ressources, lorsque nous parlons de ressources, en un mot, nous voyons aussi la capacité. La capacité qu'a l'homme. Donc le H est tout simplement homme. Voilà. Alors le homme dont nous parlons, il ne s'agit pas seulement de l'homme des gens, non. Il s'agit tout simplement de l'homme au travail, l'homme au milieu du travail. Lorsque je parle de l'homme au milieu du travail, je vois automatiquement tous les salariés, tout le personnel. Voilà. Donc l'objectif de notre formation, c'est de gérer les capacités qu'a l'homme au travail. Donc les capacités de l'homme du personnel dans les missions. Voilà. Donc comment gérer, comment se passer la gestion du personnel. Est-ce que la gestion du personnel, elle est limitée seulement au niveau du salaire? Est-ce que le salarié se limite seulement à percevoir son salaire? Non. Moi je crois que pendant cette formation, nous allons apprendre les méthodes selon la législation en vigueur, comment est-ce que nous pouvons gérer l'homme au travail. Notre cours d'aujourd'hui, qui est la gestion du personnel. Donc nous comprenons tous que le personnel dont nous faisons allusion, c'est tout simplement l'homme au travail que nous devons le passer. N'est-ce pas? Voilà, donc pour vous, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser à tout moment. Et je n'ai pas peut-être partie, vous la poser librement, sans peur. Pour ça, ceux qui sont en ligne, vous allez, le numéro de téléphone, le numéro WhatsApp est là, vous pouvez l'écrire et pour nous écrire, nous allons répondre à votre question. Ok. Maintenant, pour commencer, nous allons, premièrement, voir le chapitre premier qui est les outils de la gestion du personnel. Les outils de la gestion du personnel, vous pouvez écrire. Ceux qui sont en ligne, je sais que vous allez votre document, donc vous allez seulement noter les explications. Les outils de la gestion du personnel. Alors, nous définissons le terme outil de la gestion du personnel comme dans les documents de base de la gestion des hommes dans l'entreprise. Ces outils sont à la fois les supports écrits. À la fois, lorsque nous parlons des outils, nous allons avoir à la fois l'ensemble des supports écrits et aussi organisationnels qui sont jugés d'éléments indispensables. Pour tout gestionnaire des ressources. Alors, donc, nous pouvons dire par là que pour bien gérer notre personnel, nous avons des outils. Les outils et nous allons utiliser pour la bonne gestion personnelle. Parmi ces outils, nous avons les outils, on dit, les outils, les supports écrits. Donc nous faisons déjà allusion au nombre des services, n'est-ce pas? Nous faisons déjà allusion à tout ce qui peut être écrit pour le bon sens du développement de l'information dans une entreprise. Nous avons aussi les autres outils organisationnels qui sont
l'organisation, qui sont jugés comme indispensables pour la bonne gestion de l'entreprise. Et ainsi de suite, l'objectif général de ce chapitre, c'est de vous montrer à quel point les supports sont indispensables pour la gestion des ordres de l'entreprise. Que ce soit compte tenu de notre chapitre, vous devez être capable d'abord de maîtriser ces outils-là, et pour moi, nous allons maintenant les pratiquer. Ok. Parmi les outils du travail, nous avons, parmi les supports matériels, nous définissons, ce sont les documents qui sont écrits, n'est-ce pas? C'est-à-dire matérialisés par un écrit. C'est pour cette raison qu'on les appelle supports écrits, n'est-ce pas? Dans cette catégorie de supports, nous avons par exemple commencé d'abord par étudier ce que c'est que la loi. Alors madame, vous qui êtes avec moi dans la salle, ou bien vous d'autres qui me suivez, je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce que c'est que la loi? Vous pouvez expliquer la loi en expliquant vos cœurs. La loi, c'est comme les règles pour les établir. Dans tel milieu, dans une entreprise, dans une société. Voilà. Ce sont tout simplement des règles que souvent l'État qui donne, n'est-ce pas, pour le bon fonctionnement en société. Et tout le monde se sent en sécurité, on doit connaître que nous avons des limites. Alors, au niveau de la gestion du personnel dit, la loi est très importante dans la gestion des ordres de l'entreprise. Nous entendons comme loi le code de travail. Le code du travail. Le code du travail fait partie des lois qui sont très importantes dans une entreprise. Là, dans le code, nous allons essayer de lire les articles, ainsi de suite, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, comment il se passe dans l'entreprise, c'est un document très important. Ensuite, c'est-à-dire la loi numéro 6, 96 du 6 mars 1996, modifiant la loi numéro 45, 75, du 15 mars 1975, portant code du travail convenu populaire du Congo à l'époque. Ce prononcé d'article est très indispensable dans l'entreprise parce qu'il encadre les rapports entre employeurs et salariés, d'une part, les institutions du droit du travail. Là, nous avons par exemple l'image de l'inspection du travail, le tribunal du travail, etc. Et entre salariés et entre salariés de l'autre. Donc, déjà, dans cette loi, en un mot, le code du travail, là-bas, nous allons apprendre les articles qui sont indispensables dans l'entreprise pour encadrer, c'est encadré, n'est-ce pas, les rapports entre employeurs et salariés. C'est à dire que l'employeur recrute dans le but de faire un chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Quel est cet objectif? Par exemple, j'ai créé mon entreprise, j'ai besoin de personnel, n'est-ce pas? Donc, quel est l'objectif? Pourquoi j'ai créé cette entreprise? J'ai besoin de faire des chiffres. Et je recrute ce salarié. Ce salarié qui vient, il a vu l'offre et l'idée première dans sa tête, c'est que je dois chercher un travail. Là où je serai payé, là où je serai rémunéré. Là où je serai rémunéré. Entre les deux, ils ont chacun ses ambitions. Le salarié vient pour être payé. Les recruteurs recrutent pour être satisfaits, c'est-à-dire avoir atteindre un objectif donné. L'évolution du salon recrute. Et les recrutent, c'est pour l'expertise du salarié. Maintenant, dans ce schéma-là, dans cette route, ils doivent vraisemblablement avoir ce que nous appelons par un accord. Les deux doivent s'accorder. Lorsque ça ne marche pas, qui a tort, qui a raison, comment est-ce que nous devons, comment est-ce que ces rapports-là doivent être contrôlés, ou pourquoi pas dire comment est-ce qu'on doit les orienter. Est-ce que le salarié a le droit de faire X ou bien X motifs? Est-ce que l'employeur, celui qui recrute, comme il a recruté, est-ce qu'il a le pouvoir sur l'agent? Voilà. Donc, pour comprendre tout ceci, nous avons le code du travail
qui met les limites, n'est-ce pas? Qui limite le pouvoir de toutes les chefs, tels sont les pouvoirs des chefs d'entreprise, ainsi de suite. Là-bas, je crois même que pendant notre formation en gestion du personnel, nous allons arriver à un point où nous allons étudier les limites des chefs d'entreprise. Nous continuons, on dit ceci. Nous citons également la loi numéro 004/2006 du 25 février 1986. Cette loi est également indispensable en ce qui concerne les rapports nés entre la Caisse nationale de sécurité sociale et les salariés de l'entreprise. À un certain moment, il arrive que ceux qui travaillent, l'employeur, sans faire le droit, ou bien les deux sont le droit, les conséquences sont à leur avenir. Les conséquences sont à leur avenir, voire là où il y aura des. Parce qu'il faut penser à la sécurité sociale, comme le terme le dit, sécurité. À un moment donné, certainement, il n'aura plus la force de travailler pour avoir son salaire, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que l'entreprise doit faire? L'État a pensé que entre les deux, il doit avoir des rapports nés entre la CNSS et les salariés de l'entreprise. Donc, normalement, la loi dit tout simplement que les salariés, l'employeur a le droit de décliner, n'est-ce pas, tous ces salariés dans le niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, pour qu'ils puissent contribuer au nombre de redonnés pour préparer leur retraite, n'est-ce pas? Et à un certain moment, les gens qui vont maintenant bénéficier d'une pension. Donc, c'est cette loi qui s'applique, c'est cette loi numéro 004/2006, n'est-ce pas, du 25 février. Alors nous allons poursuivre. Nous allons maintenant apprendre le décret. C'est quoi un décret? Un décret, on entend parler de ça, n'est-ce pas? Le décret présidentiel. Voilà ce que le président Hollande dit. Voilà. Très bien, madame. Ok. Alors, nous dirons que ce sont des actes réglementaires qui sont pris par le pouvoir exécutif. Ces deux textes font partie des actes administratifs qui sont pris par une autorité administrative pour ainsi ordonner, n'est-ce pas? Pour ainsi ordonner, comme nous devons ordonner, et voir réglementer la situation des rapports entre employeurs et salariés dans le contrat de travail. Nous disons, ces textes peuvent intervenir ainsi dans le contrat de travail pour réglementer les conditions de travail, les conditions d'hygiène et de sécurité, la rémunération, ainsi de suite. Nous avons encore, par exemple quoi? Les textes d'origine professionnelle. Lorsque nous parlons des textes d'origine professionnelle, ce sont tout simplement ces textes-là que nous allons retrouver dans une entreprise. Parmi ces textes, nous avons déjà ces textes qu'on appelle, que tout le monde certainement connaît, le règlement intérieur. Le règlement intérieur est tout simplement l'ensemble des règles qui se trouvent dans une entreprise. Donc, normalement, lorsque vous arrivez dans un pays, nous avons ce qu'on appelle par la constitution, n'est-ce pas? La constitution d'un pays. Dans une entreprise, nous aurons ce qu'on appelle par le règlement intérieur, qui est comme la constitution du pays. C'est là-bas, on va expliquer comment est-ce que l'entreprise doit fonctionner. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Normalement, quand vous êtes embauché, la première chose, c'est que après avoir signé votre contrat de travail, on vous remet sur le même valeur, vous devez aussi connaître comment est-ce que l'entreprise fonctionne.
Nous avons aussi l'accord d'établissement et nous avons aussi les conventions collectives qui font partie des documents de texte d'origine professionnelle. Alors nous allons commencer par étudier les règlements intérieurs. Mais la cité permet, là nous allons rentrer en profondeur. N'est-ce pas? Les règlements intérieurs. Après l'explication qu'on vient de donner, madame, qu'est-ce que les règlements intérieurs pour cette question? Je veux dire que ce sont des restrictions à obéir. Des choses qu'on doit faire et qu'on ne doit pas faire. Exactement, n'est-ce pas? Là-bas, nous avons limité le pouvoir de tout un chacun, n'est-ce pas? Et surtout orienté aussi. Parce que souvent, lorsqu'on parle de règlement intérieur, les gens voient beaucoup plus la loi. Non, c'est aussi une façon d'expliquer. Par exemple, lors d'un sommet, dans un cours donné, les règlements intérieurs peuvent maintenant vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. C'est vrai que dans les contrôles de travail, nous avons aussi vos objectifs qui sont certainement sur votre contrôle de travail autre, mais le règlement intérieur va aussi vous permettre d'avoir des déclairs, n'est-ce pas? Connaître aussi qui est la tête à faire ceci, l'organigramme de l'entreprise, et ainsi de suite. Voilà. On dit que ce document découle directement du pouvoir des chefs d'entreprise. Déjà à la base, c'est les chefs d'entreprise qui décident sur les articles qui sont dans le règlement 1 et 2. Voilà. On dit c'est le pouvoir réglementaire. C'est lui de rédiger un document devant servir d'administrer le personnel de l'entreprise, de fixer les règles du jeu et les principes applicables de l'entreprise. Et il fixe les horaires de chaque salarié de l'entreprise. Alors, sur ce point, on va bien comprendre les choses. C'est vrai que lorsque nous allons apprendre un cours de cours sur la gestion administrative des salaires, nous allons comprendre que dans notre pays, l'État a déjà réglementé les horaires de salaire. Également, une personne peut travailler de 8 heures par jour. Maintenant, au-delà de ces 8 heures, nous allons faire maintenant par des heures supplémentaires. Et ces 8 heures sont des heures supplémentaires. Maintenant, dans les règlements intérieurs, il peut aussi suffire d'affecter des heures pour chaque poste, pour chaque responsabilité, avec des oui, son équipe pour étudier les choses. On va maintenant étudier les accords, l'accord de d'établissement. L'accord de d'établissement. Peut-être vrai que nous n'allons pas prendre peut-être 2 heures de temps pour notre cours. Nous pourrons montrer l'essentiel. Donc, nous venons d'apprendre ce qui c'est que le règlement intérieur, c'est vrai que. Et là maintenant, nous allons étudier ensemble l'accord d'établissement. L'accord d'établissement, c'est un document écrit et qui sert de support relationnel entre l'employeur et les salariés d'une même entreprise. Donc, le mot-clé, ce sont déjà un support relationnel, n'est-ce pas? Qui gère les relations entre ces deux, n'est-ce pas? L'employeur et le salarié, qui est tout simplement le personnel. On nous dit, il est rédigé par le chef d'entreprise, mais de concert avec les délégués du personnel. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce document, avant c'était les chefs d'entreprise, le règlement intérieur, les chefs d'entreprise décident, n'est-ce pas, par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il veut que son entreprise évolue, n'est-ce pas? Il crée ses lois. L'article 1er, le travail, le travailleur commence son service à partir de 8 heures même, ou bien 7 heures. Là-bas, c'est lui qui prend la décision, n'est-ce pas? Il écrit et il achète et il signe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de processus dans son entreprise, mais c'est sûr, c'est lui qui a les derniers mots. Et il promulgue, n'est-ce pas? Il partage, tout le monde, il dira et il respecte. Maintenant, ici, là, c'est vrai que c'est toujours lui qui a les derniers mots, mais seulement
il veut maintenant le faire avec les délégués du personnel. Les délégués du personnel, ce sont lesquels? Ce ne sont pas d'abord et avant tout les syndicats. Non, n'est-ce pas? Souvent les gens confondent le syndicat et les délégués. Les délégués, c'est vrai que ce sont toujours ceux-là qui veulent bien, qui viennent du personnel, n'est-ce pas? Mais c'est déjà à la base impersonnel. De cette même entreprise. Les délégués n'est pas les personnes qui sortent de l'extérieur. C'est déjà les personnes de cette entreprise, et ils se regroupent en délégués pour bien soutenir, parfois essayer de parler de leur situation. Là où il y a un souci, ils peuvent se plaindre pour comment vous pouvez pour défendre l'intérêt du personnel en général. Voilà, donc ensemble avec le responsable, le directeur général, ils vont dresser l'accord de stabilisation, assistés par les inspecteurs du travail. Voilà. Même les deux noms, parce qu'il est arrivé que l'autre, en voulant trop l'intérêt du personnel, tout s'est glissé, n'est-ce pas? Comme aussi le directeur général, le président, si vous voulez, en voulant aussi trop du bien de son entreprise, va aussi accuser de son compte, n'est-ce pas? Alors ils auront tous un inspecteur qui sera comme appui, n'est-ce pas? Vous aussi voir dans la partie là, voilà comment on l'a géré. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les documents de délégués du personnel est enregistré, le mot-clé c'est le directeur général, mais pas seul, avec les délégués du personnel et un inspecteur qui va maintenant les encadrer. Voilà. Maintenant, on dit encore, ce document offre un certain nombre d'avantages que le contrôle du travail ne donne pas. Il contribue à cadrer les relations des partenaires sociaux de l'entreprise. En même temps, étudier ensemble les conventions collectives. Les conventions collectives. Les gens ont parler. La première fois, n'est-ce pas? Les conventions collectives, on nous dit, c'est un document écrit qui est obtenu sous base d'une tripartite entre les employeurs, les entreprises représentées, les entreprises, voilà, les employeurs, les entreprises représentées, les syndicats représentatifs. Donc, nous aurons d'abord à la base les employeurs, les entreprises représentées. Nous aurons les syndicats représentatifs, assistés par les délégués de l'État. Voilà. Donc, c'est un document qui est écrit, nous sommes encore en train d'étudier les documents écrits, n'est-ce pas? On a appris déjà que le mieux est organisé, la bonne établissement est écrit aussi. Éventuellement, les conventions collectives sont aussi écrites. Comme le mot le dit, c'est une convention qui est collective, n'est-ce pas? Bon, il doit être écrit pas par une seule personne. On a dit entre. Donc il y aura trois parties. À la base, tripartite. Lorsqu'il parle de tripartite, ou un grand, trois parties. La première partie sera représentée par les employeurs des entreprises. Qui sont comment? Il peut arriver qu'une convention collective peut rassembler 50 entreprises. Vous comprenez, non? Voilà. Les syndicats représentatifs. Et enfin, ils sont assistés par des délégués de l'État. En droit du travail, on nomme convention collective un accord conclu entre des employeurs ou des organisations patronales et un ou plusieurs syndicats de salariés en but de régler les conditions de travail. Ça, c'est la définition selon le droit du travail. Donc, selon le droit du travail, c'est un accord. Un accord, c'est ce que vous accordons, n'est-ce pas? Un accord qui est conclu entre
les employeurs, tout simplement, et les syndicats des salariés, dans le seul but d'améliorer les conditions de travail. Ce n'est pas pour créer du désordre, non. C'est le seul but d'améliorer les conditions de travail. Alors nous évoluons pour dire que l'emploi et les garanties salariales ici attachées. Nous n'allons pas nous arrêter à faire la destruction des conventions collectives. Nous retiendrons tout simplement que la convention collective permet donc de sécuriser les salariés. C'est clair, non? Donc la convention collective permet là donc de sécuriser les salariés. Pas pour les trahir, mais bien sûr pour les sécuriser. C'est bon? C'est pas si compliqué, c'est pas là. Voilà. Certains documents de gestion du personnel, la définition dit c'est un document de gestion du personnel d'entreprise. Il serait souhaitable que nous puissions d'abord présenter les supports organisationnels de la gestion du personnel. Alors, je vais maintenant partir directement sur le paragraphe 2, n'est-ce pas? Les supports organisationnels de la gestion du personnel. Les supports organisationnels. Là maintenant, on va apprendre les supports organisationnels, les supports qui organisent, justement, les supports qui organisent la gestion du personnel. Voilà. Donc, si nous voulons résumer en un mot, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez dire, madame? C'est que nous avons le support, oui. Oui. Non, nous ne sommes pas d'abord dans le support organisationnel. C'est que vous le voir. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé? Est-ce que vous venez le voir avec? Convention collective. Bon, passons de la convention collective. Ou de tout. L'ensemble des supports individuels et supports électriques. Oui, on a commencé d'abord par le règlement intérieur. Ensuite, nous sommes partis dans l'ensemble des documents pour gérer le personnel. Dans les documents, nous avons d'abord l'établissement. Oui. Ah, d'abord, je vais avoir en plus de parler des documents professionnels. Ce que je veux vous résumer, ce sont les documents professionnels. Je parle de quoi? D'abord, quand je parle du règlement intérieur, n'est-ce pas? Les accords d'établissement, et quoi? C'est la convention collective. Voilà, c'est la convention collective. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le règlement intérieur et qui suit le règlement intérieur? Le règlement intérieur, c'est un document écrit par le directeur de l'entreprise ou le propriétaire de l'entreprise. Oui. Et c'est lui qui signe. Oui. D'accord. Et puis, oui. Et puis, on a l'accord de l'établissement. D'accord. L'accord d'établissement. Un support qui met en relation l'employé et les salariés. Oui. Et enfin, La convention collective. d'accord, oui. A pour but d'améliorer les conditions du travail. D'abord, qui les signe? Les accords d'établissement et les conventions collectives qui les signent. L'accord de l'établissement, c'est l'employeur et le délégué. Et les deux personnels. D'accord. Maintenant, dans la convention collective, nous avons les entreprises représentées, on a les syndicats et puis on a le délégué de l'État. D'accord. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant,
je veux savoir, est-ce qu'au niveau des apports d'établissement, seulement les chefs d'entreprise ici, avec les délégués, c'est tout? Non, et l'inspecteur du travail. Merci. Alors, je suis content déjà parce que c'est aujourd'hui où nous sommes en train de commencer ce cours et je me rends bien compte que nous sommes en train de faire ce qui est important. D'accord? Alors, nous allons maintenant étudier plus ou moins les sports organisationnels. Comment s'organise une entreprise? Les sports organisationnels de la gestion du personnel. Donc, comment s'organise et par quel support la gestion du personnel? Là, nous allons commencer par apprendre ceci, que les supports organisationnels peuvent être entendus comme, c'est la définition, bien sûr, comme l'organisation scientifique du travail. Comment est-ce que le travail s'organise de façon scientifique dans cette entreprise? Oui. Alors, nous avons une structuration des tâches. Les tâches doivent être structurées. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire tout. Vous comprenez, non? Tout est structuré. Il y a une personne qui s'occupe de ceci, il y a une autre qui s'occupe de cela, il y a une autre qui s'occupe de ça. Vous comprenez, non? Donc, tout est structuré. La structuration des tâches au sein de la structure. Nous savons que l'entreprise est une structure hiérarchisée. Ça veut tout simplement dire là où il y a un chef et il y a celui qui vient après le chef, après celui qui vient après celui qui vient après le chef, après celui qui vient après, celui qui vient après, celui qui vient après le chef, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment la hiérarchie. Donc une structure hiérarchisée, organisée et structurée. Donc ce que nous devons savoir, une entreprise, c'est une structure qui n'est pas en désordre. Comprenez, non? Voilà. Une entreprise, c'est une structure qui est organisée. Ce n'est pas comme les établissements. N'est-ce pas? Les établissements, vous allez voir, les entreprises, les établissements individuels, c'est lui-même qui est le chef, c'est lui-même qui est le gestionnaire, c'est lui-même qui est tout. D'accord? Il n'y a pas de hiérarchie. Mais quand nous parlons des entreprises, nous devons déjà sentir qu'il y a la hiérarchie qui existe. Alors nous aurons aussi, on dit ceci, c'est pour cette raison que l'organigramme de l'entreprise est indispensable de la société. L'organigramme de l'entreprise est indispensable. Alors, c'est pas derrière le terme organigramme. Quand je parle d'organigramme, je vois déjà l'organisation, n'est-ce pas? Mais c'est tout simplement l'ensemble de ces pictogrammes qui montrent les étapes d'une entreprise. Vous voyez, ça veut dire comme vous le dites, l'arbre qui montre tout simplement les étapes de hiérarchie, n'est-ce pas? Le DG, après l'exécutif, après qui c'est qui, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on nous dit indispensable de la société. Une question? Exactement. Exactement. C'est les sacrifices, n'est-ce pas? On parle de l'organigramme, c'est un peu de choses. Nous disons, c'est de cette organisation que l'on peut maîtriser les échelles de prise de décision dans une entreprise. Quelles sont les échelles de prise de décision dans une entreprise? On dit, nous pouvons schématiser l'organigramme de l'entreprise X comme suit. Voilà un peu l'image de l'organigramme de l'entreprise. Vous avez ici le DG, ça veut dire que c'est la tête, n'est-ce pas? L'être suprême. Mais seulement, il peut arriver qu'il y a un DG, mais il y a encore un président. Président, ça veut dire quoi? Le président, c'est celui-là. Parfois, c'est lui qui prend les décisions finales. C'est lui qui assiste, qui conduit. Lui conduit les réunions du conseil d'administration. N'est-ce pas? Et c'est lui qui a le dernier mot. Maintenant, on n'est pas encore faire, au moment de lui, nous allons nous y arriverons. Mais pour l'heure, nous sommes encore ici. Le DG, et nous avons le secrétariat du DG, et ainsi nous avons les directions civiles.
de chef de service, chef de service, ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une question. Non, ça fait des choses là. En tout cas, ça c'est juste pour délier. Mais le ressources réel, je vous assure que l'organigramme là, ça peut remettre le tableau. Hein, le ressources réel, ça peut remettre. Mais ça, nous sommes encore revenus. Donc on est tous revenus vous. On ne va pas d'abord aller plus que ça. À partir du support, à partir de ça. Expliquer. Donc, pourquoi vous m'avez dit que là, vous n'avez pas compris? Non, là j'ai compris, à partir du organigramme. Bon, on va le faire. Ceux qui sont en ligne, vraiment, autant pour nous. Organigramme ici. Oui, le début là, les supports, Ah, ici seulement. Bon, ça est là. On nous dit ceci. Les supports organisationnels peuvent être entendus sur la définition comme l'organisation scientifique du travail. Comment est-ce que le travail va se faire? Comment est-ce que le travail est organisé? Lorsque nous parlons de scientifique, on voit déjà les calculs. N'est-ce pas? On voit, lorsque je vois le calcul, je vois déjà les normes. Tout est organisé. Vous comprenez, non? Alors, maintenant je vais développer cette petite phrase. Voilà qu'on a dit, une structuration. La façon que les tâches sont structurées. Dans une entreprise, vous l'avez dit de vous-même, que c'est comme à la maison, il y a papa. Quand papa n'est pas là, c'est maman. Quand maman n'est pas là, même quand maman est là, on sait que la tête c'est papa. Maintenant, si je passe, ça passe pas, maman est là. Sinon, il y a le grand frère. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la structuration des tâches au sein de l'entreprise. Vous ne verrez jamais papa partir à la cuisine pour préparer, à moins qu'il y ait entente entre papa et maman, et peut-être votre mère ne se sent pas bien, et papa dit non, je veux aider. Mais sinon, dans la logique des choses, papa, son travail n'est pas de préparer, n'est-ce pas? La tâche de préparer est la tâche de maman. Donc, c'est clair, non? Voilà, c'est de ça qu'on parle. Donc, nous parlons d'une structuration des tâches au sein de la structure. Nous savons que l'entreprise est une structure hiérarchisée, comme la maison, comme un église, comme partout. N'est-ce pas? Tout est structuré. Alors, tout est structuré, oui. Tout n'est pas seulement structuré, tout est aussi comment organisé. C'est ça, non? Tout n'est pas seulement organisé, n'est-ce pas? On dit que la prise de décision au sein de l'entreprise doit être organisée. Sinon, tout le monde va prendre la décision. Oui. On avait commencé lorsqu'on avait dit G, R, H. On avait dit G, c'est la gestion, non? Et gestion, on a fait sur quel verbe? Gérer. Donc la gestion, c'est la partie la plus essentielle d'une entreprise, n'est-ce pas? C'est la partie la plus sensible. Si vous prenez la mauvaise décision, c'est sûr que l'entreprise ferme. C'est clair? Voilà pourquoi la prise de décision doit être organisée, structurée et surtout hiérarchisée. Très bien organisée. Doit être très bien organisée. Qui prend la décision? Voilà. À la maison, votre père dit, moi je vais manger aujourd'hui là, j'ai envie de manger l'hamburger absolument. N'est-ce pas? Et madame, la femme de votre mère dit non, il ne faut pas que nous à la maison aujourd'hui, nous devons peut-être manger le lait. Et le premier fils, il dit non, moi je veux que nous en manger par exemple des shawarma. Oui, tout le monde prend une décision. C'est une maison qui a bon.
que l'organigramme, pour éviter le désordre, l'organigramme d'une entreprise est indispensable de la société. N'est-ce pas? Pour éviter que tout le monde prenne la décision, on a besoin de l'organigramme. L'organigramme, pourquoi? Pour qu'on dise, c'est de cet organigramme que l'on peut maîtriser les échelles de prise de décision de l'entreprise. Vous comprenez le tout, non? Ah, mais c'est clair. Voilà, donc c'est de cet organigramme que l'on peut maîtriser l'échelle de prise de décision. Voilà un peu l'image qu'on a essayé de faire de notre organigramme. C'est carrément l'image de nous. Vous voyez déjà? Alors je vois, si le monsieur là prend une décision, sa décision doit être validée par ici. Sinon, la décision n'a pas été. Bon, si ici là il prend une décision, ça doit être validé par ici. Sinon, ça ne fonctionne pas. Vous comprenez, non? Là maintenant, l'erreur de ce monsieur libère automatiquement l'erreur de ce monsieur de DG. Voilà pourquoi les gens vont dire non, si c'est comme ça, le DG démissionne. Parce que depuis que tu es là, l'entreprise ne fait que échouer. Pourquoi il a démissionné? Parce que tout le monde accuse, c'est lui qui prend les décisions. N'est-ce pas? Voilà, comme nous savons tous, il y a un pays où les choses n'évoluent pas bien. La population s'en prend à qui? Le chef du gouvernement. Si les chefs du gouvernement disent ah, c'est lui là qu'on va accuser. Si c'est lui-même le président, c'est lui aussi qui l'a pris, on va accuser. Pourquoi? Parce que c'est lui qui prend les décisions finales. Voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore une question. Mais ceux qui sont en ligne, vous pouvez écrire sur WhatsApp, vous pouvez commenter directement. Nous allons vous répondre ou appeler directement. Oui, vous avez des questions? Donc ça va, n'est-ce pas? Voilà. Ceci étant, je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là d'abord. Et vous laisser le temps de comprendre ce que nous voulons faire pour continuer, je crois, prochainement. C'est bon?